J'ai appris la mort de Philippe Pascal par SMS. Un message brutal envoyé par un ami alors que j'étais affairé dans la cuisine à attendre Dominique, qui devait me rapporter du matériel de tournée de Rennes. La nouvelle circulait depuis 1 heure tout au plus. J'en ai eu confirmation sur Internet, cherchant d'abord sans trop d'espoir un démenti, puis des informations. Dominique est arrivé et j'ai vu à sa tête qu'il était au courant. Il faisait un temps splendide que les circonstances rendaient absurdes. Nous nous sommes assis sur les marches devant la maison, un peu abattus, et Dominique a laissé tomber une tasse achetée 15 ans plus tôt à Tokyo, à l'occasion d'un séjour que nous avions fait tous deux pour un concert. Elle s'est évidemment brisée en 1000 morceaux sur le dallage de la terrasse. J'ai fait en sorte de garder mon calme. Je tenais à cet objet. Et à ce moment-là, j'ai oublié que Philippe Pascal était mort et que le cours de nos vies, d'une certaine façon, en était altéré. Quelques jours plus tôt, j'étais en compagnie d'amis sur une terrasse à Nantes. L'été ne désarmait pas. Nous alignions verre sur verre, euphoriques, retardant le moment d'aller manger, quand je reçus un appel et le nom de Philippe Pascal s'afficha sur l'écran. J'avais perdu tous mes contacts téléphoniques peu auparavant, ne retrouvant par déduction que ceux dont j'avais gardé les SMS, dont un de Philippe. J'avais hésité la veille à le rentrer dans mon nouveau téléphone. Nous ne nous appelions jamais, faute de nous connaître plus que ça. Les quelques conversations que j'avais eues avec lui étaient généralement polies et sérieuses. Je n'étais ce soir-là pas d'humeur, ni vraiment en état de lui parler, et je ne décrochais pas. Peut-être était-ce une erreur de manipulation de sa part. Au bout de 2 minutes, je sentis mon téléphone vibrer. Il m'avait laissé un message, apparemment assez long. J'attendis avant de l'écouter, partagé entre le désir de ne pas gâcher ce moment entre amis et la curiosité. Ce n'était pas lui, mais sa femme, Claire, qui lui avait emprunté son téléphone. Elle s'excusait de me déranger, mais son ton laissait entendre qu'elle n'avait pas le choix. Elle m'expliquait que Philippe travaillait sur les textes du 3e album de Marquis de Sade et qu'il n'y arrivait pas. Toute la musique avait été enregistrée par le groupe à New York. 14 morceaux qui n'attendaient plus que d'être portés par sa voix, mais les mots ne venaient pas. Cela générait des tensions dans le groupe. Il se sentait sous pression, en souffrance, dit-elle. Et l'expression me frappa. Je la trouvais exagérée. Philippe, appréciant mon travail, elle avait eu l'idée de me demander de lui proposer mes services pour écrire à 4 mains peut-être, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Elle m'invitait à le contacter ou à la rappeler le lendemain à la pharmacie où elle travaillait. Claire avait-elle escompté que je décrocherais en voyant le nom de Philippe s'afficher? Non, elle n'avait tout simplement pas de portable, comme elle le précisa quand je la rappelais le lendemain. Elle me dit qu'elle venait de prévenir Philippe de sa démarche et qu'il ne s'y opposait pas. Il avait pourtant tenté d'écrire avec un autre auteur quelque temps plus tôt et ça n'avait rien donné. L'auteur en question était un oiseau de nuit, ce qui avait eu pour effet de stresser Philippe, dont la vie était réglée sur des horaires plus communs. Elle me donna l'adresse mail de Philippe. Je préférais prendre contact ainsi avec lui. Il m'intimidait trop, aujourd'hui comme hier. Je rédigeais un mail prudent, plein de prévenance. Je n'oubliais pas que je ne répondais pas à une demande de sa part et que je n'attendais rien. Je voulais juste lui faire savoir que je me rendais disponible pour lui et que j'étais flatté que l'éventualité même d'une écriture en commun ait été envisagée.
Personnellement, cette idée me suffisait. Je ne parvenais pas à imaginer comment nous pourrions travailler ensemble, rebondir l'un sur les idées de l'autre. Je lui proposai de venir le voir à Rennes pour en parler. Il me répondit 2 jours plus tard par un court mail avec quelques fautes de frappe, comme rédigé avec fébrilité. Il me remerciait, ajoutant qu'il était trop stressé pour me donner une réponse et qu'il reviendrait vers moi après le week-end. Nous étions un mercredi. Le lendemain, il se donnait la mort. À la fin des années 80, je vivais à Nantes une histoire avec une fille un peu plus âgée que moi. La musique occupait dans nos vies une place essentielle. Nous nous étions d'ailleurs rencontrés à un concert de mon groupe dans l'unique boîte rock de la ville. Elle avait été séduite par notre énergie et par mes textes. Ses goûts musicaux, quoique proches des miens, tendaient vers davantage d'âpreté. Elle me faisait découvrir des groupes que je ne connaissais pas et dont la dureté souvent me rebutait. Elle appréciait peu d'artistes français. Seul Philippe Pascal trouvait véritablement grâce à ses yeux. Sa voix, d'une rare ferveur, et son physique anguleux la subjuguaient. Elle déplorait toutefois le tour romantique qu'avait pris son groupe Marxberg sur son second album, avec ses synthétiseurs omniprésents et son chant plus lyrique, tout ce que moi, j'affectionnais. Chez elle, nous écoutions sur sa petite chaîne leur premier album, Danzig Twist. Et sur Conrad Veidt, elle se mettait à danser avec une grâce un peu empêchée, des gestes tantôt souples, tantôt saccadés, me fixant de ses grands yeux sombres sans sourire, comme si elle me mettait au défi d'accéder moi aussi à cette intensité. Je la regardais fasciné, et c'était terrible. Je me rendais compte que je ne faisais clairement pas le poids, et qu'elle allait me quitter, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises, s'amourachant un temps de type de son école ou croisé lors de vernissage. Mais cette fois-ci, ce serait définitif. Pour elle, un grand artiste était nécessairement doté d'une vision aiguë, réfléchie et référencée. Et à cet égard, Philippe Pascal ne semblait pas faire exception. Lui qui revendiquait l'influence des expressionnistes citait Egon Schiele, Klimt, Kafka, et de groupes au-delà de tout soupçon, tels le Velvet Underground et Joy Division, eux-mêmes férus de culture extra-musicale. Elle voyait là une preuve de pertinence artistique. Il ne lui venait pas à l'idée que ces références pouvaient être manipulées avec naïveté, voire même une certaine méconnaissance, par de jeunes hommes avant tout préoccupés de musique électrique susceptible de faire se pâmer de jeunes femmes. Frédéric, avec qui je faisais de la musique, avait eu une histoire avec elle, ce qui nous avait mis en concurrence, lui et moi, pendant quelques mois. Ceci avait bien évidemment entaché ma relation avec lui, sans compromettre malgré tout l'existence du groupe, qui était alors notre bien le plus précieux. Une fois la situation apaisée, lui et moi n'évoquâmes jamais cette période, concentrés sur la création et à vrai dire incapables de mettre des mots sur ce que nous avions vécu. Nous rêvions de réussir dans la musique, mais étions avant tout des amateurs éclairés de rock new wave, dont le romantisme répondait à nos préoccupations adolescentes. Dans ce domaine, Marxberg occupait pour nous une place de choix, au premier plan. Nous considérions leur deuxième album, Le Chant des Terres, comme un jalon. Nous y entendions tout ce que nous cherchions. Un souffle lyrique, une richesse mélodique. Nous percevions la nécessité dont ces chansons découlaient, leur caractère impérieux. Depuis qu'il avait opté pour le français, la voix de Philippe Pascal avait gagné en rondeur sans perdre en autorité. Moins tranchante, plus souple et chargée d'un léger voile, elle témoignait d'un changement d'état d'esprit, moins désespéré que par le passé. Elle chantait une éclaircie à venir, une aspiration au recueillement et même la grande affaire, l'amour. Les métaphores maritimes abondaient et sur la pochette, le groupe posait, tout de noir vêtu, sur des rochers en bord de mer par un soir de tempête.
tout ceci nous parlait. Rennes n'était pas loin, 100 kilomètres tout au plus, mais cette distance nous paraissait infinie. Un monde existait en effet entre l'effervescence musicale rennaise qu'incarnaient Marc Seberg, Étienne Dao et quelques autres, et la stagnation à laquelle la scène nantaise semblait condamnée, elle qui n'abritait alors aucune formation digne de se diffuser hors les murs. On eût dit que des remparts avaient été dressés tout autour de la ville, empêchant notre musique de se frotter à l'extérieur. Il nous arrivait bien de donner des concerts dans des bars en Bretagne, mais c'étaient des expériences décourageantes et sans suite. En dépit de sa proximité géographique, Rennes était un phare pas moins inaccessible que Paris, et la voix de Philippe Pascal témoignait à elle seule de l'excellence de ce qui s'y produisait. Le chemin à parcourir était inimaginable, bien au-delà d'une petite centaine de kilomètres. National 137. Juste une deux voix. Sans borne assassine de nuit. Les années 80. Pour qui s'en souvient? Deville se tournait le dos et Nantes était à la traîne. Parce que Rennes avait cette voix, la hissance sur un piédestal. Philippe Pascal. Et ce son insensé, anguleux, élancé, cette élégance raide. Et comment espérer relever ce gant-là quand la duchesse dormait entre ses bras de Loire? Philippe Pascal. Et ce son insensé. Dans le petit local, les punks en imposaient. On arrivait après avec nos pédales, flanger et chorus à la cure. On joy divisionnait péniblement, toujours. Avec en point de mire la route 137, une seule voie pour la conquête. Et l'aimant, oh l'aimant que c'était. Sa voix de pluie de verre, diffusée dans la brume, il faudrait jouer là-bas, faire plier la rivale, peut-être, il serait là, oh l'aimant que c'était. Ce fut un soir de décembre, où il pleuvait comme il fallait, qu'on y a joué à pierre fendre, dans un bar de la rue Saint-Michel. Il n'était pas là, mais sa voix sortait de partout, des murs, des visages de Rennes. La brume de sa voix y circulait tenace. Elle portait encore la rivale. On en trouvait encore la trace dans les bars, à l'angle des nuits. Et même un jour, en face à face, où j'ai entendu cette voix me dire « C'est bien ce que tu fais. Prends soin de toi. C'est bien ce que tu fais. Prends soin de toi. »
En 1987, Mark Seberg sortit son troisième album, Lumière et trahison, sous une élégante pochette gaufrée bleu nuit. Ce mot « trahison » résonnait de façon désagréable, car c'était à peu près ce que nous éprouvions à l'écoute du disque. À contre-jour tout d'abord, les contours de son corps, à contre-cœur semble clore, aux premières heures de l'aube. Les chansons nous paraissaient chargées d'une sentimentalité excessive et leurs attraits mélodiques desservis par une production sonore envahissante. Elles clamaient de manière caricaturale le refus de la noirceur, dont les contempteurs du groupe l'affublaient, comme un déni du romantisme écorché d'hier. Elles affichaient leur envie de plaire, de se conformer au goût d'une audience élargie. Dans une interview télévisée, Philippe Pascal, adossé à un arbre, tenait pour défendre le disque des propos qui ne lui ressemblaient pas. Revendiquant des affinités avec des groupes internationaux en vogue sans envergure, comme avant tout soucieux de se défaire d'une image de poète dépressif et hautain. Il arborait un sourire douloureux qui faisait peine à voir. On se demandait ce qui le poussait à s'infliger pareille épreuve. Qui, au sein de sa maison de disques, avait pu le convaincre de se compromettre ainsi ? La colère retombée, un peu de l'attachement que nous avions pour le groupe subsista malgré tout, en souvenir des émotions qu'il nous avait autrefois procurées. Un événement nous y aida. Notre groupe avait gagné un tremplin dans une petite ville du Finistère, dont le premier prix était une première partie de Mark Seberg. Cette fois, c'était certain. La rencontre allait se produire, nous ne pourrions pas ne pas les croiser et nous faire aimer d'eux, puisqu'au fond, tel était l'enjeu. Mais les barrières étaient décidément trop lourdes à lever. Nous n'eûmes affaire qu'à leur manager, qui va nous rappeler sèchement des impératifs d'horaire, et à aucun moment de la journée, nous n'eûmes l'occasion d'échanger le moindre mot avec eux, pas même dans les coulisses, où la porte de l'horloge demeurait fermée. Nous ne les vîmes après notre concert que depuis la fosse, avec les autres spectateurs, fascinés par la gestuelle du chanteur, la profondeur de sa voix, la ferveur de jeu des musiciens, la qualité du son et des lumières, bref, par tout ce qui nous éloignait d'eux, les rendait hors de portée et justifiait même à nos yeux que nous ne méritions pas de les croiser. Les années 80 tiraient sur leur fin, et l'on se rendait déjà bien compte de ce qu'elles avaient de déplaisant. L'ironie permanente, un humour sans aménité en étaient les marqueurs, de même qu'un goût pour le clinquant, le tape à l'œil. La musique populaire était au diapason, avec ses productions sans nuances, ses rythmiques martiales, sa débauche d'effets sonores. Un sentiment de fausseté s'en dégageait. Il était temps de passer à autre chose. Des deux côtés de l'Atlantique, un mouvement naquit qui se proposait de revenir à la source des chansons et d'en revendiquer la beauté nue. Une scène alternative se développa ainsi, où, pour mieux fustiger les excès technologiques de la décennie finissante, l'on se targuait parfois de n'enregistrer qu'avec du matériel bas de gamme pour obtenir le son le plus modeste, le plus âpre qui soit. Dans ce contexte, tout ce qui précédait nous paraissait frappé d'inanité. Nous étions décidés à tout rejeter en bloc de cette décennie, sans tri ni discernement. Je regardais mes vieux disques avec circonspection. Qu'avait-il bien à me dire désormais ? Mon ancien amour m'avait laissé ses disques à son départ de Nantes, même ceux de Marquis de Sade. Je ne me les passais plus. Il me renvoyait à une période et à quelqu'un qu'il me fallait oublier. Je me mis à écouter du blues acoustique des années 30. Le son reste de ses enregistrements, le souffle de la bande qui les traversait, tout cela sonnait vrai. Aucun artifice de studio n'avait dénaturé cette musique, dont Philippe Pascal, je l'apprendrai plus tard, était un amateur éclairé.
Lorsque je sortis mon premier disque quelques années plus tard, l'époque était aux guitares saturées et à la dissonance. J'étais d'ailleurs hébergé sur une structure dévolue à ce type de musique, et dont le responsable, en entendant mes morceaux composés au clavier, s'était résolu à infléchir la ligne artistique. Pour lui, comme pour ses autres poulains plus jeunes que moi, la New Wave était une histoire dépassée, sans plus d'intérêt. Et il ne voyait en Marxberg, dont l'histoire s'était entre-temps achevée dans une relative indifférence, qu'une formation type des années 80, grandiloquente et empesée. Je me rangeais à ce jugement, soucieux de ne pas me démarquer et bien conscient d'être un élément rapporté au sein du label. Pour complaire à mes nouveaux camarades, je forçais le trait lors de mes premières interviews, crachant sans vergogne sur mes amours musicales d'antan. Je parlais notamment de Philippe Pascal comme d'une caricature qui n'avait rien compris. Imbu de l'intérêt qu'on me portait enfin, je pensais qu'affirmer une identité artistique impliquait de dénigrer celles et ceux qui vous avaient ouvert la voie, jusqu'au point de me convaincre moi-même qu'il n'avait jamais vraiment compté. Je concourus à une cérémonie télévisée sans l'avoir cherchée. J'avais hésité à m'y rendre, moins par conviction que par craindre de perdre du crédit auprès du public qui me suivait, moi qui, au fond, ne détestais pas d'être ainsi courtisé par le showbiz. Un responsable de la maison de disques me conduisit en voiture jusqu'au lieu de l'émission. Durant le trajet, me sentant nerveux, il me félicita de la décision que j'avais prise, arguant qu'au cours d'une carrière, un artiste se trouvait parfois à un embranchement et qu'il lui fallait alors choisir le bon chemin, quitte à se faire violence, car les conséquences en étaient irrémédiables. Et il prit alors pour exemple Philippe Pascal, avec qui il avait travaillé, et auquel le succès avait un temps tendu les bras. Ce succès, dit-il, le chanteur l'avait refusé, parce qu'il ne se voyait pas en assumer les contraintes. Après, tout était devenu plus compliqué pour lui, d'autant, ajouta-t-il, que Philippe passait pour un prétentieux auprès des médias, parce qu'il portait des lunettes de soleil en hiver. Mais s'il les portait, c'est juste qu'il avait mal aux yeux. Les gens le prenaient pour un type hautain, mais non. C'est juste que la lumière lui faisait mal. J'ai reçu, peu de temps après, une invitation. C'était Philippe Pascal, qui me conviait à jouer quelques morceaux lors d'une soirée poésie qu'il organisait à Rennes. À la stupéfaction, puis à la fierté, se mêlait un sentiment de honte. Quand je repensais à cette interview où je l'avais éreinté, dénigrant par là même l'adolescent que j'avais été. Celui-ci pouvait désormais me regarder de haut. Il n'en fit rien, tant il était heureux. Philippe m'accueillit avec un grand sourire, ravi de la soirée qui s'annonçait. Comme je le remerciais de son invitation, il me dit qu'il n'avait réuni que des gens dont le travail comptait pour lui. Il me parlait comme à un père, tout ce dont plus jeune j'avais rêvé. Le soir venu, il fit une courte présentation au public, puis chaque poète invité lut quelques-unes de ses œuvres. L'un d'entre eux avait vécu à New York quelque temps, y côtoyant Lou Reed et la plupart des gens gravitant autour de la factory d'Andy Warhol. Chaussé de lunettes noires, il jetait avec morgue ses feuillets au sol après les avoir lus, avant de revenir s'asseoir sans un mot sur un des canapés où nous étions assis, face à l'auditoire. Je jouais mes chansons, tendues. Je n'avais choisi que des chansons un peu âpres, à l'exécution difficile, pour ne pas démériter aux yeux de Philippe. À l'issue de la soirée, nous nous rendîmes dans un restaurant où il avait réservé une table. Philippe et Pascal, sa compagne, musicienne à ses côtés depuis de longues années, étaient des hôtes parfaits, attentionnés. Ils avaient l'air heureux ensemble. Un des poètes se gargarisait du succès de la soirée. Il n'avait pas l'habitude d'un accueil aussi nourri. Un autre me prenait à partie, tout en me priant de ne pas tenir compte de ses propos alcoolisés. Philippe, lui, irradiait. L'événement avait été à la hauteur de ses espérances. Les gens l'avaient remercié avec chaleur. Je passais les jours suivants à réécouter les disques sur lesquels il chantait. Il vint me voir en concert. Dans les loges, il m'entretint de poésie, me recommandant un recueil de Rainer Maria Rilke. J'étais épuisé et lui laissai entendre que je n'avais pas la tête à parler littérature.
Il ne se formalisa pas et me donna des conseils pour tenir le coup vocalement en tournée, boire beaucoup d'eau notamment. Le lendemain, je n'étais pas fier. Le concert auquel Philippe avait assisté n'était pas des meilleurs, il n'avait d'ailleurs pas fait de commentaires, et je ne m'étais pas montré très accueillant. Comme si je considérais maintenant normal de le croiser à un de mes concerts, et de pouvoir lui dire les choses sans égard comme au premier venu. Ce n'était pourtant pas le cas. Il était, et serait toujours pour moi, Philippe Pascal, le chanteur, et plus encore, un modèle. Comment avais-je pu l'oublier ? Je vins à Rennes de plus en plus souvent. J'y avais lié des amitiés et j'y répétais ou enregistrais régulièrement. Je n'y croisais jamais Philippe, ni ne cherchais à le revoir. Mais je le savais là, pensais à lui. Et souvent, en marchant dans les rues à la nuit tombée, je me sentais comme immergé dans certaines de ses chansons. Elles en étaient l'écho nocturne parfait. Arpentant les pavés détrempés de la rue Saint-Michel, ou dans les bars où je m'engouffrais et où sans doute ne mettait-il plus les pieds depuis longtemps, le son de sa voix semblait guider mes pas, comme si elle était une émanation des lieux, des vieilles pierres du centre, et qu'elle avait pris possession de la ville. Cette voix qui venait d'ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, comme celle d'Étienne Dao. Il était troublant de se dire que les deux voix les plus emblématiques de Rennes, celles qui en avaient redéfini les contours à l'extérieur, étaient celles de deux enfants déracinés, ayant tous deux fui l'Algérie où ils étaient nés la même année, en 1956. Étienne Dao, originaire d'Oran, et Philippe Pascal, de Sidi Bel Abbès. Deux pieds noirs, deux enfants de l'exil ayant vécu la guerre, et qui plus tard, les yeux fixés sur l'ouest, comme pour les détourner de ce qu'ils avaient vu au sud, avaient chacun apposé leur signature vocale sur leur ville d'adoption, puis sur l'Hexagone tout entier. L'un et l'autre délivrant en musique sa version de la mélancolie, tout en cristallisant celle de Rennes, comme si les mélancolies septentrionales et nordiques y convergeaient. Et ce, au même moment où apparaissait sur la scène française un Alsacien d'origine kabyle, Alain Bachung. La lumière agonise, toujours mise en pièces, cicatrices sous les cendres. Les nuits illuminées, éclabousses et les cris d'ombre sauvages ratés qui se laissent prendre. D'uniformité, de formes émoussées, fondues dans ce brouillard définitif. Début 2017, on apprit que Marquis de Sade se reformait le temps d'un concert. Un artiste peintre avait conçu une exposition inspirée par des morceaux du groupe et réussi à convaincre Philippe de jouer pour l'occasion quelques titres avec ses anciens compagnons de scène qui, contre toute attente, avaient tous donné suite. De quelques chansons, on passa à un concert tout entier qui, compte tenu de l'attente suscitée, fut programmé pour la mi-septembre aux Libertés, la plus grande salle de Rennes. Mais rien n'était gagné. Les tensions d'hier entre les deux leaders demeuraient vivaces, à peine érodées par le temps écoulé. Chaque interview voyait ressurgir les vieilles rancunes, intactes, comme mises sous cloche pendant 36 longues années, et trop heureuses de reprendre enfin du service. Le concert eut pourtant lieu. Le soir venu, 3000 personnes accoururent au rendez-vous depuis les 4 coins du pays. C'étaient des gens qui,
comme les membres du groupe, avaient vieilli et venaient prendre des nouvelles de leur jeunesse. À l'excitation se mêlait un rien de fébrilité. Et si nous nous étions trompés? Si ce que nous avions tant aimé n'était finalement pas si aimable et donnait un goût âcre à ce retour sur soi? Quelques mois plus tard, le concert, qui avait été enregistré, fit l'objet d'un disque. Le groupe, par l'intermédiaire de son guitariste Frank Darcel, me demanda d'écrire le texte d'accompagnement destiné aux médias. J'écrivis ceci. C'est l'histoire d'un geste suspendu. Un geste qui n'attendait pas forcément de résolution et qui aurait pu rester en l'état, dans un entre-deux. 36 ans après avoir été coupé dans son élan, il a toutefois repris sa trajectoire, sans avoir perdu de sa grâce ni de sa nécessité. La chose est rare. En musique, on connaît surtout des enchanteurs d'hier qui reviennent nous annoncer que la fête est finie. Il semblerait qu'on en veuille souvent à nos souvenirs. Et ceux qui nous ont jadis nourris, transportés, sont parfois les premiers fossoyeurs de la magie d'antan. Plus loin. Absent Marquis de Sade. Ce n'est pas ce que nous disaient nos oreilles quand on tombait sur une vidéo du groupe ou qu'on entendait un de leurs morceaux. Il était d'une époque, évidemment, mais jamais on ne pensait qu'il fût daté. L'intensité n'a pas d'âge. Alors, le 16 septembre 2017, à Rennes, on eut finalement moins le sentiment de retrouvailles impromptues ou trop longtemps différées que d'une évidence. Le geste méritait une suite, depuis toujours. Et que ce fût un nouveau départ ou une fin en soi n'importait pas. L'essentiel était que ça se produise et que l'attente ne soit pas déçue. Tous ceux qui étaient là vous le diront. Nous avons ce soir-là été emmenés par Marquis de Sade bien au-delà des attentes. D'abord, du fait de la grâce des chansons elles-mêmes, qui ont conservé leur pertinence et leur tranchant, tant dans les moments de tension que dans les passages plus atmosphériques. La qualité et la modernité de leur écriture sautaient aux oreilles. Le groupe n'a pas été en reste, d'une cohésion étonnante. Et puis, bien sûr, il y a Philippe Pascal, à la voix et au magnétisme inaltéré. Dire de lui qu'il est habité serait peu. Pour paraphraser Bachung, il est noir de monde. Empli de cette humanité sensible, jusque dans l'émouvante et sobre dédicace aux amis disparus. Avec cette pudeur que les imbéciles, accoutumés à la démagogie scénique lambda, ont toujours confondu avec la froideur. Je reçus un SMS de Philippe peu après. Il me confiait avoir pleuré en lisant mon texte. « Tu ne m'as pas loupé, mon ami », concluait-il. Je sentis que j'étais à ce moment-là plus proche de lui que jamais. Je lui ai envoyé un message, le remerciant de son retour, auquel il répondit longuement, se justifiant de la sortie de cet enregistrement qu'il n'avait au fond pas désiré, puis finit par accepter de guerre lasse. Tout lui en coûtait. J'avais envie de lui dire « C'est pas si grave », mais je craignais de le blesser, car je devinais que pour lui, tout l'était. Il se laissa convaincre de donner d'autres concerts. On sentait une ferveur. Les programmateurs se bousculaient. Les spectateurs les plus endurcis ressortaient impressionnés. Et les a priori des plus sceptiques faisaient long feu. Il reprenait sa place. Sa voix n'avait pas bougé. Son corps était demeuré sec, mais son visage était désormais traversé de rides profondes, sans que cela ne crée de décalage avec la teneur des chansons. C'était déjà à l'origine des chansons d'hommes âgés. À les reprendre, il disait s'être réconcilié avec la colère du jeune homme qu'il avait été, mais on entendait dans ces morceaux moins le jeune homme que celui qu'il était devenu, comme s'ils avaient été taillés par avance pour ce dernier. Faire ces concerts le rendait heureux, mais après, tout retombait. Il se disait qu'il faisait des séjours réguliers en maison de repos. Je ne savais pas si c'était vrai. Je trouvais ça crédible, mais je ne le connaissais pas assez pour en être sûr.
L'enterrement tardait, du fait de l'autopsie. J'étais à la veille d'un départ pour Tenerife, où je devais jouer en solo durant un festival, quand je reçus un message vocal de Paolo, le beau-fils de Philippe. Il me téléphonait de la part de sa mère, en maison de repos depuis le décès de son mari. Claire m'invitait à la cérémonie d'adieu, qui aurait lieu quelques jours plus tard dans une salle en périphérie à Rennes. Parce que vous comptiez sur moi. J'hésitais malgré tout. On m'avait vanté les beautés de Tenerife, et je m'étais réjoui de la perspective de quelques jours de solitude dans un cadre idyllique, avec juste un concert à honorer. Je n'étais pas un proche de Philippe Pascal, rien ne m'obligeait. Mais cette situation me renvoyait à d'autres deuils vécus en des circonstances similaires, lors de périodes de concerts programmées à l'étranger. Allais-je, encore une fois, me défausser, ne pas être où j'aurais dû? L'appel d'un ami, Goulvin, proche de Philippe, et qui proposait que nous nous rendions ensemble à la cérémonie, finit par me convaincre d'avancer la date de mon retour. À Tenerife, je traversais en journée des paysages ahurissants. Le soir, je m'enivrais sur la terrasse vitrée du bar de l'hôtel face à d'époustouflants crépuscules. Remonté dans ma chambre au 11e étage, je m'endormais fenêtre ouverte avec le son des vagues butant contre les récifs en contrebas. J'aurais pu rester là des semaines. La mort de Philippe Pascal, l'enterrement, tout ça était loin. Il crachinait quand j'ai rejoint la file à l'entrée de la salle pour la cérémonie. Quelques centaines de personnes, essentiellement des hommes blancs sexagénaires venus enterrer un ami et leur jeunesse à Rennes. Il en était le centre de gravité. On aurait dit une file pour un spectacle, étrangement silencieuse. Goulvin avait pleuré toute la semaine, il se sentait vidé. Durant le trajet depuis Nantes, il s'était remémoré les moments avec Philippe, son rire homérique, sa passion des chats, et la mort accidentelle de Tonio, son beau-frère, musicien avec qui ils jouaient tous deux, une disparition brutale qui avait profondément affecté Philippe et mis fin à leur projet musical commun. Les portes se sont ouvertes et nous nous sommes installés sur les gradins. J'étais à côté de Dominique. Nous n'osions pas nous regarder. Sur scène, des portraits de Philippe étaient projetés, photos de presse ou personnelles. Sur l'une d'elles, on le voyait marcher de dos avec un chien derrière lui. C'était l'homme que seuls ses proches connaissaient. Son fils, des amis chers, se succédèrent au micro pour lui rendre hommage entre deux morceaux de musique choisis parmi ceux qu'il aimait le plus. Ses parents, encore en vie et auxquels il avait rendu visite tous les jours, étaient là. Ils enterraient aujourd'hui leur deuxième fils. Le premier, je l'appris à ce moment-là, s'était également suicidé longtemps auparavant. La mort de Philippe m'apparaissait sous un nouveau jour. Elle ne relevait plus seulement d'une décision et d'un geste solitaire, mais s'inscrivait dans un récit familial où la guerre et l'exil avaient peut-être déclenché dès l'enfance d'inéluctables et terribles comptes à rebours. Au terme d'une petite heure, chacun a été invité à venir dire adieu à Philippe. Et c'est à cet instant que j'ai vu au pied de la scène le cercueil que ma myopie avait occulté. Mes jambes tremblaient comme je descendais les gradins, au son des ailes de verre, la chanson de Mark Seberg que je préférais. C'était un chant de départ, je le comprenais aujourd'hui.
l'iris clair, les yeux immensément ouverts, de papillons sous verre. Au plafond, la lumière des néons vacillait, la lumière vacillait. Des ailes de verre, et les ailes volontairement liées par la trame serrée. Une aquarelle au demi-ton pastel, les demi-teintes tièdes qui l'enrobaient dans la claire obscurité. Elle s'enfermait des siècles dans des pièces obscures pour s'éblouir d'un rayon de soleil le plus pur. Elle disait que les anges avaient bien trop de chance. Elle disait que les anges dérivent au gré du vent. Mais je jure devant Dieu, j'ai essayé de mon tout petit mieux. J'ai peint sa chambre en bleu, mais trop légère dans l'entrelac cruel des demi-teintes tièdes qui l'enrobaient dans la claire obscurité. Elle s'enfermait des siècles dans des pièces obscures pour s'éblouir d'un rayon de soleil le plus pur. Elle disait que les anges avaient bien trop de chance. Elle disait que les anges dérivent au gré du vent. Mais je l'aimais tellement. Pour s'ouvrir tout en fermant, m'enfoncer en elle et s'enfuir à tire d'elle, à tire d'elle. Plus légère que l'air sur une terre étrangère, et je suis resté là sans rien dire, sans rien faire, sans rien faire. Alors elle prit un morceau de ciel, près du lit un arc-en-ciel, plus légère que l'air, sur une terre étrangère, et je suis resté là sans rien dire, sans rien faire. L'iris clair, les yeux immensément ouverts, de papillons sous verre. Au plafond, la lumière des néons vacillait.
ressenti les jours d'après comme un chagrin diffus. Je pensais à lui en permanence, et le soir, dès que j'étais seul, je me passais un des disques de Marquis de Sade et Marx Seberg, Même lumière et trahison, dont j'avais appris avec les années à aimer le romantisme moins écorché et les atours mélodiques évidents. Ce n'était que de vieux vinyles. Je me rendis compte que je n'avais jamais acheté aucun CD de ces groupes. Il était rattaché à ma jeunesse, et la jeunesse s'agrippe à vous. Lorsqu'elle est passée, on ne comprend pas ce que dit le miroir, et tout ce qui vous lie encore à elle est bienvenu. Les albums de Joy Division, contemporains de ceux de Marquis de Sade et évoluant dans les mêmes eaux musicales et textuelles, avaient aussi cette vertu pour moi, et par association d'idées, je me mis à les réécouter. L'intensité scénique de Philippe Pascal avait souvent fait l'objet de comparaisons avec celle de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, lequel avait également mis fin à ses jours quelques 40 ans plus tôt. Ce que les gens avaient vu en concert à l'époque et qui justifiait ce rapprochement, était-ce seulement une parenté gestuelle, une semblable façon de se livrer sur scène à d'étranges et fascinantes pantomimes? Ou avaient-ils senti que leur attitude scénique témoignait, à l'instar de leur texte empreint d'une poésie morbide, d'un même mal et d'une même lutte intérieure dont ni l'un ni l'autre ne sortirait vainqueur, fût-ce avec 4 décennies d'écart, 4 décennies de sursis, durant lesquelles Philippe Pascal était parvenu à tenir ses démons à distance, sans doute grâce à l'affection des siens. Et si la musique, plutôt que de l'éloigner de ce qui le rongeait, était ce qu'il y avait ramené, l'avait fait replonger, revenir à l'avant-plan, chargé de toute une lourde mythologie, à nouveau exposé à l'attente d'un public en une période de blocage créatif, il y avait de quoi de perdre pied. Loin d'être la catharsis espérée, la musique ravivait peut-être d'anciennes douleurs. Je me souviens qu'adolescent, j'avais été troublé par le fait qu'il occupe un poste d'instituteur au premier temps de Marquis de Sade. Ainsi, on pouvait être chargé d'instruire de jeunes enfants tout en chantant hors des murs de l'école des paroles telles que « Cancer and drugs, dictez vos ordres ». Où était alors la vérité de l'individu? Dos au tableau noir ou face au micro? Les souvenirs affluaient, mais avec qui les partager? Je constatais que peu de gens le connaissaient, même parmi ceux de ma génération. J'en étais surpris et attristé. Je ne me suis jamais réjoui de ne pas avoir les mêmes goûts que la majorité des gens dans ce pays. Je suis heureux qu'un artiste que j'aime accède à une plus large notoriété. Le monde me paraît alors plus accueillant. C'est sans doute excessif, voire puéril, mais j'y mets cet enjeu-là. Tout en n'ignorant pas que nous vivons dans un pays accusant un déficit criant de culture musicale, fruit d'un nivellement par le bas au long cours, de décennies de cynisme, celui de décideurs ayant décrété que la beauté n'existait pas, que le peuple était laid et méritait la laideur, qu'il fallait le distraire et non le toucher. À leur décharge, Philippe Pascal n'a rien fait pour que son art touche le plus grand nombre, ou alors juste à une courte période avec Marx Seberg. Il ne s'y voyait pas. Il n'aimait pas la chanson française, Brel excepté. Ce n'est pas étonnant. Brel était à sa façon un expressionniste, comme lui. Il joignait sur scène le geste au chant, et dans ce geste, une colère. C'est une école qui s'est perdue. On confond désormais l'emphase avec la ferveur. En fin d'année, Claire me téléphona. C'était toujours avec le portable de Philippe et je n'avais pas modifié le nom du contact dans mon répertoire. Voir s'afficher le nom de Philippe Pascal sur mon écran me troubla, comme un signe adressé depuis l'autre côté. Elle n'avait pas repris son travail, mais refaisait surface.
Elle m'entretint d'un portrait de Philippe qu'elle se proposait de me faire parvenir et revint à un moment sur les circonstances de sa disparition, qu'elle disait liées à un raptus, mot dont je ne connaissais pas le sens. Mais je perçus ce que celui-ci avait d'apaisant pour elle, comme s'il relativisait le geste de Philippe, en atténuait la violence. M'en remettant à Internet, je découvris qu'un raptus désignait une soudaine perte de contrôle, incitant à un imprévisible passage à l'acte contre soi-même. Un moment d'égarement, fatal. À la mi-mars 2020, une période de confinement fut décrétée en France pour faire face à la propagation du virus Covid-19. Une barrière de jour se dressait devant nous. Pour ceux qui n'étaient pas malades et ceux qui ne travaillaient pas, qu'allions-nous en faire ? Assis sur un canapé, tout à mes pensées, j'égrenais distraitement quelques arpèges sur une guitare quand, sans même m'en rendre compte, je me mis à chanter le début de l'Éclaircie, une des chansons de Mark Seberg les plus emblématiques. C'est vrai, l'hiver dure trop longtemps. C'est vrai, sans toi la neige, le gel, les coups de vent. J'eus peu après le sentiment, sans doute exagéré, que la chanson était venue me chercher. Elle était de circonstance. C'était un chant d'espoir, exhortant à la patience. L'enregistrer devint une obsession et quelques jours durant, je m'accrochais à elle comme une bouée de secours. Mais j'avais beau bien la connaître, elle me résistait. Je peinais à trouver le ton juste. Je m'acharnais sur une première version, trop mièvre et chargée, et j'allais laisser tomber quand une seconde tentative, plus épurée, m'incita à persévérer. J'en vins à bout, et quand je la fis écouter, on m'encouragea à la diffuser plus largement que je ne l'avais imaginé. Les jours passant, je ne me décidais pas à en informer Claire Pascal, dont je n'avais plus de nouvelles depuis son dernier coup de fil quelques mois plus tôt. Je craignais que l'idée de cette reprise ne lui déplaise, et plus encore, la reprise elle-même. Goulevin m'appela pour prendre des nouvelles, et après nous être enquis de notre santé mutuelle, je lui parlais de la chanson et de mes craintes quant à la réaction de Claire. Il me rassura, persuadé qu'elle en serait touchée. Comme je raccrochais, mon portable vibra. J'avais reçu un message. C'était Claire. Elle m'envoyait la photo d'un parterre de roses trémières, avec au-dessous cette légende « Fleurs plantées par Philippe ». C'est vrai, l'hiver dure trop longtemps. C'est vrai, sans toi la neige, le gel, les coups de vent. En plein cœur d'avril s'éternisent, les mois s'étirent, se ralentissent, jusqu'au plus profond de l'ennui, c'est que tous les chats sont gris. Sans toi, toutes les couleurs se fanent. En une fine pellicule de poussière un peu sale. Comment retrouver le temps d'une danse, tous les clichés d'une romance, et comment oser faire rimer l'amour? Avec dernier recours, et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai. Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après. Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après. 1 millier d'années, un éclat de verre,
de larmes, une éclaircie. Pourtant il suffit d'un regard, brillante étoile d'un soir. Comment retrouver le temps d'une danse, tous les clichés d'une romance, et comment oser faire rimer l'amour avec dernier recours. Et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai. Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après. Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après. 1 millier d'années, une pluie de vers, milliers de larmes dans 1 millier d'années. Pourtant il suffit d'un regard, brillante étoile d'un soir, comme un marin mis sur le sable, une sirène m'a laissé en rade. Il est temps de hisser la voile, le cap sur une île de hasard. Eh bien j'attendrai, qu'importe, j'attendrai. Alors j'attendrai 1 millier d'années, une pluie de vers, milliers de larmes, une éclaircie. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette lecture de l'autre côté. Désolé pour le petit retard qu'il y a eu, dû à des problèmes de connexion. Je voulais remercier les personnes qui avaient travaillé sur cette lecture. À la vidéo, il y a Bertille. À la lumière, Patrick et Martha. Au son, William. À la direction technique, Guillaume. Et bien sûr aussi, je voulais remercier la Maison de la Poésie et spécialement Arnaud, Catherine et Olivier, bon sang, Olivier Chaudonçon. Merci beaucoup.